Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue une fois de plus à notre chaîne YouTube sur les finances saines pour tous, dont le but est de partager de l'information en vue d'améliorer la gestion financière des entreprises et des particuliers. Merci à tous ceux qui prennent la peine de nous écouter. Merci à tous les nouveaux qui ont commencé à nous écouter par notre deuxième ou par notre première vidéo. Donc, nous allons continuer le projet, le premier segment que nous avons entamé, par lequel nous avons utilisé comme fil conducteur les résultats de l'enquête de la Banque de développement du Canada qui donnait 5 facteurs de succès et 5 pièges à éviter par les entrepreneurs. Nous avons présenté déjà les 5 facteurs de succès. Nous avons également présenté 3 pièges à éviter et nous allons continuer aujourd'hui avec les 2 pièges à éviter qui restaient à notre présentation. Nous n'allons pas revenir totalement sur tous les éléments que nous avons présentés parce qu'ils sont disponibles dans les vidéos 1 et 2. Donc aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des 2 pièges à éviter qui nous restaient à présenter, comme je l'ai dit tantôt, sachant que la dernière fois, nous avons présenté le fait qu'il était important de ne pas dépendre d'une clientèle peu diversifiée, le fait qu'il était important de ne pas ignorer l'évolution du marché et le fait qu'il était important de ne pas sous-estimer l'importance d'une bonne gestion financière. J'ai pris l'exemple la dernière fois pour le rappeler que la mauvaise gestion financière pouvait entraîner la difficulté à pouvoir obtenir du financement et même la possibilité d'obtenir un financement mais à des taux extrêmement élevés. Je vais prendre un deuxième exemple rapidement pour illustrer cette importance-là. Il y a une entrepreneur au Canada, Caroline Néron, qui est assez connue, qui a eu à avoir des difficultés avec son entreprise et même à fermer son entreprise, a déclaré faillite. Et elle a dit dans les entrevues qu'une de ses principales difficultés qui ont entraîné sa faillite était le fait qu'elle n'avait pas de visibilité, elle ne prêtait pas attention à la gestion financière. Elle était concentrée sur le marketing, sur les ventes et pas sur la gestion financière de son entreprise, jusqu'à ce qu'elle soit confrontée au paiement des fournisseurs et qu'elle sollicite son banquier qui lui dit ce n'est plus possible de vous donner un crédit. Elle a pu obtenir 5 millions de son conjoint. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour régler toutes ces difficultés financières. J'ai pris cet exemple-là parce qu'elle a réussi, elle en a parlé dans les médias et elle a réussi à créer une nouvelle entreprise. J'imagine qu'elle a tiré les leçons de cette expérience-là. Donc aujourd'hui, on va présenter le 4e piège à éviter, le fait d'attendre trop tard et de réagir en urgence. C'est toujours important de pouvoir anticiper pour éviter de courir lorsqu'on est dans une situation d'urgence. Quelques exemples qu'on peut prendre, c'est le fait que lorsqu'on a des employés critiques dans les entreprises, il est extrêmement important de les identifier, d'identifier les tâches rattachées à ces employés-là, de mettre en place des procédures et d'assurer la formation d'un second employé qui pourrait prendre éventuellement le relais en cas de difficulté. On pourrait penser a priori que tous les postes dans les entreprises sont importants. Oui, c'est vrai, mais naturellement, comme dans tout secteur, comme dans tout élément, il y a les degrés d'importance ne sont pas toujours identiques. Donc, il faut évaluer le degré d'importance et par rapport à ce degré d'importance-là ou par rapport à ce degré de criticité-là, il faut mettre en place des actions. Et une des actions au niveau des employés, c'est de rédiger des procédures et d'assurer la formation d'un backup pour pouvoir assurer le relais en cas d'indisponibilité. Le deuxième exemple qu'on pourrait prendre, c'est au niveau des matières premières. Lorsqu'on a des matières premières, il peut en avoir qui sont extrêmement critiques pour la production. Et dans ce cas-là, c'est important, si on subit une grosse augmentation de coûts, d'anticiper et puis de se dire, il faudrait que j'ai un second fournisseur, éventuellement un troisième fournisseur qui pourrait me dépanner à coût raisonnable. Au-delà des coûts, ça peut être également
un bris de machine chez le fournisseur principal qui n'est plus capable de vous fournir la matière première, il faudrait que vous soyez préparé en avance d'avoir un second fournisseur, éventuellement un troisième, qui pourrait vous supporter lorsqu'il y a une situation particulière qui arrive à vos fournisseurs critiques. Donc, on peut étaler ces exemples-là sur plein de départements à l'intérieur de l'entreprise, sur plein de tâches à l'intérieur de l'entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut anticiper. Il faut identifier les éléments critiques à l'intérieur de l'entreprise et mettre en place des actions pour atténuer le dysfonctionnement lorsqu'il y a une indisponibilité, lorsqu'il s'agit des employés, lorsqu'il y a une indisponibilité des matières premières. Le dernier élément qui a été identifié lors de cette enquête, c'est le fait de tarder à demander de l'aide. La problématique, lorsqu'on dit qu'on tarde à demander de l'aide, c'est qu'il faut dans un premier temps savoir. On a illustré un exemple la dernière fois avec la théorie du danger. Il est important, lorsqu'on parle de demander de l'aide, de savoir dans un premier temps qu'on a besoin d'aide et à quel moment on a besoin de cette aide. L'exemple que nous avons présenté la dernière fois, c'était celui, excusez, je vais aller sur mon rapport que je vous ai présenté la dernière fois. On avait pris l'exemple la dernière fois en disant on a beaucoup de clients à l'intérieur de l'entreprise et on s'est dit on a besoin d'aide. Et la question qu'on s'était posée, c'était de dire à quel moment j'ai besoin d'aide. On avait vu qu'il y avait des pics à l'intérieur des mois de l'année. Il y avait des pics à l'intérieur des journées du mois. Et il y avait des pics à l'intérieur des périodes de la journée. Nous allons faire une deuxième illustration de cette problématique-là avec le chiffre d'affaires. On dit qu'il faut demander de l'aide, mais je peux demander de l'aide parce que je n'ai pas assez de réserves au niveau de mes finances. Je peux demander de l'aide parce que mon résultat n'est pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. On a dit dans un précédent, dans les facteurs de succès, on a dit qu'il était important de pouvoir faire un plan et d'assurer le suivi de ce plan-là. Nous avons fait une illustration en expliquant que lorsqu'on a un plan, il faudrait que le plan ou cet objectif-là respecte des critères. Les critères, on les a présentés, SMART, et on avait dit qu'il y avait une contrainte de suivi, de collecte des données. Enfin, la contrainte de suivi se résumait en collecte des données, traitement des données, analyse des données, identification des écarts et mise en place des actions correctives. Donc, lorsqu'on parle de demander de l'aide et de demander de l'aide au bon moment, c'est que premièrement, on doit se dire, je me suis fixé un objectif, par exemple, parce que le tableau précédent illustrait un chiffre d'affaires d'environ de 133 000 $. À partir de ce chiffre d'affaires, on peut se dire, ah mais j'ai un bénéfice extrêmement important. Comme on a vu qu'on avait 22 000 employés, 22 000 factures émises au courant de l'année, on pourrait se dire 22 000 factures, ça correspond à 150 000, 200 000 de revenus. Mais la réalité, c'est que le 22 000 factures, ça correspond à environ 133 000 de revenus. On peut également penser que 133 000 de revenus, ça fait un bénéfice important. Mais dans la réalité, le 133 000 de revenus, ça finit à un bénéfice d'environ 19 000. Ça, c'est le bénéfice avant impôt et avant amortissement. Donc, lorsqu'il y aura de l'impôt à payer, il faudrait être sûr que ce bénéfice-là ne sera plus de 18 000. Lorsqu'il y aura l'amortissement qui sera déduit, ce bénéfice-là ne sera plus de 18 000. Donc, lorsqu'on a cette information-là, mon bénéfice n'a pas atteint le résultat escompté. Si j'ai l'information à la fin de l'année, c'est sûr que c'est trop tard. J'aurai la possibilité de dire l'année prochaine, je pourrais faire différemment. Mais idéalement, il faudrait qu'on ait l'information à la fin de chaque mois pour pouvoir mettre en place des actions correctives et se dire, OK, je vais observer l'action que j'ai mis en place le mois suivant ou les 2 prochains mois pour voir s'il y a un changement. Donc, ce tableau que je vous ai présenté là, c'est un tableau en fin d'année. Mais la réalité, c'est qu'il faut avoir l'information mois par mois. J'ai un bénéfice, en fait, une marge brute de 6 420 $ au mois de septembre.
qui est le début de mon exercice. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça, avec cette tendance-là, je vais dans le bon sens? Je me rends compte au mois d'octobre que j'ai un déficit de 405 $. La question que je pourrais me poser, mais pourquoi ce déficit de 405 $ alors que j'avais 6 000 $ le mois précédent? À l'observation rapide, je me rends compte que le chiffre d'affaires a baissé de façon considérable. La raison aurait pu être, parce que quand je compare le mois la raison aurait pu être une dépense qui a augmenté de façon considérable. Donc, d'où l'importance de partir du résultat global et de se dire, est-ce que j'ai la possibilité d'analyser et puis d'identifier le point qui a été à l'origine de cette amélioration ou de ce mauvais résultat-là. Lorsque je regarde les coûts des marchandises vendues, je peux dire, mais ok, la cause de ma baisse est due au fait que mes matières premières sont à 8 000 $ au mois de mai pour un chiffre d'affaires de 18 000, alors qu'ils étaient à 7 000 $ au mois de septembre pour un chiffre d'affaires de 20 000. Là, je peux cliquer sur le bouton des achats et aller identifier chez lequel des fournisseurs j'ai fait les achats de façon beaucoup plus importante que les mois précédents. Ici, j'ai l'ensemble de mes fournisseurs. Ces réponses-là vont me permettre de répondre à deux préoccupations. La première, c'est de dire, le fournisseur Club Entrepôt, j'ai acheté pour 3 000 $ au mois de septembre. J'ai acheté pour 3 800 $ au mois de décembre. Est-ce que c'est lié à une augmentation de prix? Le fait que je dépense pratiquement 50% de mes dépenses d'achat de matières premières sont affectées à ce fournisseur-là, ça pourra me permettre de dire, c'est important que j'aille négocier un rabais, c'est important que j'aille négocier des délais de paiement chez ce fournisseur-là, en lui présentant les faits qui sont que je suis un client fidèle parce que je fais des achats tous les mois. Je suis un client qui fait des achats importants dans l'année. Ça représente 50% de mes dépenses d'achat parce que le deuxième est à 6 000. Lui, il est à pratiquement 25 000. L'idée de cette présentation, c'est de vous dire, c'est important, il faut demander de l'aide et demander de l'aide au bon moment. Le bon moment, c'est de dire, j'ai eu la bonne information, je l'ai eu à temps, je l'ai eu au mois d'octobre, je l'ai eu au mois de novembre, je ne l'ai pas eu à la fin de l'exercice parce que j'aurais perdu 12 mois dans l'année. J'ai eu la bonne information, j'ai eu cette bonne information à temps et aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir cette bonne information-là au bon endroit. Le bon endroit aujourd'hui, c'est sur son téléphone cellulaire. Cette information, on peut l'avoir sur son téléphone cellulaire et il est extrêmement important de se dire à tout moment, il faudrait que je puisse consulter l'information et que je puisse agir. Je suis chez le fournisseur, je suis capable de lui présenter sur mon téléphone cellulaire. Regarde l'importance que j'ai dans ton entreprise. Ils ne le savent pas tous. Boucherie Baymore, il ne sait pas forcément qu'on a acheté pour pratiquement 7 000 $ chez lui parce que dans son système, il n'a pas enregistré le nom du client. Donc, si on peut résumer cet aspect-là, c'est de se dire, il est important de ne pas tarder à demander de l'aide, mais la seule façon de ne pas tarder à demander de l'aide, c'est d'avoir l'information, d'avoir la bonne information, de l'avoir au bon moment et de l'avoir au bon endroit parce que ça va attirer l'attention, ça va permettre de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait que je mette une action en place pour pouvoir corriger ce qui ne va pas. Si je n'ai pas d'information, il y a très peu de chances que je puisse agir. Je ne vais pas me répéter avec la théorie du danger. Lorsqu'on sait qu'on est en danger, on doit prendre des dispositions. Lorsqu'on ne le sait pas, c'est extrêmement dangereux parce qu'on peut se retrouver dans une situation critique comme celle qu'on voit ici dans la présentation, où on a un bon chiffre d'affaires, mais au final, le solde bancaire, il n'est pas très intéressant. Il est en négatif, pourtant a priori, on avait un volume de clients important, on avait un chiffre d'affaires plus ou moins acceptable, mais au bout du compte, on se rend compte que le solde bancaire, il est négatif. Ce solde bancaire-là, il est négatif à la fin de l'exercice, mais je peux m'amuser à me dire, ben ok, je me rends compte que au 18 janvier, le solde était positif à 27 000 $. Au fur et à mesure que j'avançais dans l'année,
il est devenu négatif. Donc, j'ai la possibilité de savoir pourquoi il est passé de positif à négatif. J'ai la possibilité d'analyser chacun des fournisseurs. J'ai la possibilité d'analyser des mois. Il faut retenir une chose au final, important d'avoir l'information parce que plus on a la bonne information, plus on peut agir de façon efficace. Donc, on va terminer notre présentation sur ce premier segment. Donc, l'idée était de partager les résultats de cette enquête de la Banque de développement du Canada qui a présenté 5 facteurs de succès qui sont développés, utilisés par des PME qui réussissent et 5 pièges à éviter. Les différentes vidéos ont présenté et commenté chacun de ces facteurs et chacun de ces pièges à éviter. Si on doit rappeler très rapidement les 5 facteurs ou les 10 facteurs, je vais vous revenir et vous présenter l'écran avec les différents facteurs pour vous faciliter la lecture. Donc, nous avons présenté très rapidement les facteurs de succès qui étaient l'innovation, les liens solides avec les principaux fournisseurs et clients. J'ai dit, il est important de pouvoir les identifier. Pour les identifier, il faut avoir des outils qui permettent d'identifier les fournisseurs critiques et les clients critiques. Embaucher les meilleurs, les mobiliser, avoir un plan solide et mesurer des progrès. On a suffisamment insisté là-dessus. Demander des conseils à l'externe. Pour demander des conseils, il faut savoir sur quoi on demande des conseils. Et la dernière chose qu'on a vue, ou le dernier segment qu'on a vu, excusez, c'était les pièges à éviter. Et ces pièges-là, bon, on va s'arrêter. C'est le fait de dépendre d'une clientèle peu diversifiée, le fait d'ignorer les tendances du marché, de sous-estimer l'importance de la bonne gestion financière, d'attendre trop tard avant de réagir en urgence. Comme je l'ai dit, parfois on attend trop tard parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc il est important de savoir qu'est-ce qui se passe. Et tarder à demander de l'aide. Les deux éléments vont ensemble. Pour agir, il faut avoir de l'information, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais m'arrêter là pour ce premier segment de la présentation. La prochaine fois, je vais prendre un autre sujet complètement différent, qui est l'importance du plan d'affaires pour l'entrepreneur. Très souvent, l'entrepreneur a l'impression que le plan d'affaires ou le business plan, lorsqu'il le fait pour le bailleur de fonds uniquement. Donc, je vais faire une présentation la semaine prochaine sur l'utilité et l'importance du plan d'affaires pour l'entrepreneur en particulier. Merci de nous avoir écoutés. Je reste disponible pour pouvoir clarifier des points qui vous semblent obscurs. Et s'il y a des groupes organisés, je pourrais me faire le plaisir, dans la mesure du possible, d'organiser une rencontre de 30-45 minutes pour pouvoir répondre à leurs préoccupations. Merci encore et au plaisir de se reparler la prochaine fois. Bonne soirée.